Parce que j'ai été confrontée à un deuil brutal et que j'ai réfléchi au temps qui pouvait être un temps de préparation, le temps qui était avant, même si c'est un temps, je pense, qui est douloureux, et je le vois aussi en accompagnant les familles. Je pense que c'est aussi un temps qui peut se vivre et dans lequel il y a quelque chose à vivre. Donc j'ai un peu cherché, j'ai un peu lu, j'ai pris du temps, j'ai rencontré des gens, et puis je suis rentrée et j'ai trouvé en tout cas ce que j'y cherchais, une sorte de sérénité qu'il y a là-bas, curieusement, un lieu très vivant. On ne devient pas bénévole comme ça dans un centre de soins palliatifs du jour au lendemain. Il y a une formation, j'imagine, un accompagnement. On est très accompagné. C'est-à-dire qu'il y a une formation initiale pendant laquelle on a des formations, des psychologues qui nous voient, les responsables de l'association qui s'occupent de nous aussi, qui voient un peu quelles sont nos motivations et jusqu'où on veut aller. Et ensuite, on est tout de suite mis en situation en rencontrant avec d'autres bénévoles des malades. Et ça nous permet très vite de voir comment on se trouve dans une chambre, comment ça se passe. Et puis ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la formation continue. Donc après, on s'engage aussi en tant que bénévole à se former régulièrement, au moins 2 fois par an. On a des groupes de parole obligatoires tous les mois. Donc on est très encadré dans le bon sens. Vous êtes très soutenu, encadré psychologiquement. Et malgré cette formation, j'imagine que les premières rencontres n'ont pas été faciles. Les premières rencontres ont été engageantes. Voilà. En même temps, qu'est-ce que vous voulez dire par engageante? Ça veut dire que ce sont des rencontres dans lesquelles, pour rencontrer l'autre, en fait, on est obligé de s'investir totalement dans la relation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. On doit un peu se dépouiller de ce que l'on paraît être pour aller à la rencontre de la personne telle qu'elle est. Je ne sais rien d'elle, elle ne sait rien de moi. Et on va partager un temps plus ou moins long dans lequel on va parler ou pas. Et donc, ça me demande un certain dépouillement, de l'authenticité. Et c'est un risque aussi. Enfin, c'est assez... C'est assez extraordinaire. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où on est sans histoire avec les personnes. On ne connaît ni la leur, ils ne connaissent pas la nôtre. On n'a pas beaucoup de personnes que vous racontez dans votre livre, lorsqu'elles arrivent dans ces centres de soins palliatifs, elles sont souvent un peu perdues. Soit parce qu'elles sont dans le déni, elles n'acceptent pas cette fin de vie, ou alors c'est leur famille qui est dans le déni. Et c'est cette première étape qui est parfois difficile à franchir. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je pensais que tous les gens qui arrivaient en soins palliatifs savaient que la mort était toute proche. Or, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient infiniment vivants, qui n'avaient pas du tout ou peu envie de parler de la mort et qui parfois étaient effectivement dans le déni, parfois faisaient semblant d'y être. C'est-à-dire que quelquefois c'est plus facile de ne pas se dire que la fin de vie est proche et de profiter de chaque seconde comme si elle était éternelle. Donc je ne sais jamais très bien. Est-ce qu'il faut rester dans ce déni ou est-ce qu'au contraire il faut essayer d'expliquer aux gens qui vivent leurs derniers instants finalement? Ça, c'est leur liberté totale. S'ils ont envie d'être dans ce déni, si c'est leur moyen de défense, parce que ça peut être aussi un moyen de défense, c'est pas à moi, qui ne connais pas leur histoire, qui ne sait pas d'où ils viennent, de leur dire, je vous rappelle quand même que... Parce que j'en sais rien moi non plus. D'abord, il y a certaines personnes qui ne sont pas en fin de vie, qui viennent en soins palliatifs parce qu'ils viennent pour des séjours de répit. Des personnes qui ont des SLA, enfin des maladies neurodégénératives, qui sont très impliquantes pour les familles. Ils viennent ici pour faire des évaluations de traitement, des évaluations de douleur. Donc je sais jamais quelle maladie a la personne que je rencontre, pour combien de temps elle en a, depuis combien de temps elle est là. Vous avez l'impression dans l'instant. Que la mort fait bien sûr peur. Est-ce qu'elle fait fuir aussi les familles qui entourent ces patients? Est-ce que c'est pas ça finalement le plus douloureux? Alors je pense que ça c'est assez douloureux. C'est-à-dire que la mort fait peur. Ça c'est assez logique d'ailleurs. Je peux pas dire que je trouve ça bien la mort. C'est sûr que c'est très violent. Mais ce qui est surtout très difficile, c'est qu'effectivement les familles ont beaucoup de mal à y aller. D'abord parce qu'il y a aussi un déni des familles qui se dit que demain peut-être, ou après-demain. Il y a une transformation physique. Et puis que l'évolution des personnes est quelquefois un peu difficile. Et puis quelquefois les familles, les malades eux-mêmes tiennent à distance les familles aussi. Quelquefois, pour les protéger. Oui, pour les protéger. Et puis aujourd'hui, la société est quand même très explosée. Donc même dans des familles avec parents, enfants, petits-enfants, etc., les petits-enfants font des études au bout du monde. Les familles voyagent beaucoup. Donc finalement, on se rend compte que
certaines Il y a familles beaucoup de solitude. certaines personnes sont quand même très seules. assez fort. C'est ce que vous constatez. Oui, moi je vous trouve que les personnes sont quand même assez seules, que les journées sont quand même assez longues. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un endroit aussi qui est riche dans l'implication que ça dit aussi de la société. C'est-à-dire, je ne suis pas juste une bénévole. Quand j'arrive là-bas, je suis en civil, j'ai aucun signe de reconnaissance, j'ai juste un prénom, j'ai pas de blouse comme les soignants. Et pour moi, c'est important. Comment on vous présente quand On ne me présente pas, je me présente en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément introduite par les soignants. Ils savent qu'il y a des équipes de bénévoles qui sont là. Et j'ai la chance d'assister. Alors j'entre et je dis voilà, je m'appelle Véronique, je fais partie de l'équipe des bénévoles. Et puis, est-ce que vous avez envie d'un peu de compagnie? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez envie d'un peu de présence? Vous essuyez beaucoup de refus? Oh, j'en essuie, oui. Oui, j'en essuie. Et heureusement, d'abord, parce que c'est quand même l'expression d'une liberté, pour moi c'est très important. Et aussi parce que le refus de l'un donne de la valeur au oui du suivant. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que celui qui m'accepte, tout de suite, c'est très, ça prend une autre dimension. Oui, c'est un travail complémentaire, bien sûr, à celui du personnel soignant, qui, lui, vous accueille bien, parce que vous êtes un renfort, finalement. Oui, on a la chance d'être très bien accueillis. On fait même partie de l'équipe lorsqu'ils font des réunions de transmission, ce qui nous permet d'un peu mieux comprendre aussi, alors pas les pathologies, parce que moi, j'y connais rien, mais de voir un peu, d'entendre parler du malade et d'entendre parler de la personne. Et ça va orienter aussi mes visites, les personnes que je vais rencontrer ou non. Si je sais que quelqu'un est vraiment à la toute fin de vie, par exemple, on s'applique à essayer d'être présent à ces moments-là, essayer de rester auprès de la personne au moment où elle va mourir, même si on ne sait jamais quel est vraiment le moment. Mais en tout cas, offrir cette possibilité-là. Quelquefois, il meurt avec nous, quelquefois, il meurt juste quand on part. C'est important aussi de signifier de tenir la main, lien. d'être là, ce présent-là. Oui, je ne tiens pas forcément la main, d'ailleurs, quand je ne connais pas du tout les personnes, Ouais. parce que chacun a une relation au toucher très particulière. Je trouve que c'est un peu... Oui, c'est ce que vous racontez aussi très bien, dans votre livre, c'est qu'effectivement, chaque rencontre est différente, elle passe à chaque fois par des choses très différentes. Ça peut être des silences, ça peut être des regards, ça peut être effectivement une main tenue. Tout à fait. Et quand les gens sont vraiment à leur fin de leur vie, ils ne parlent pas beaucoup en général. Et c'est dans ces situations-là que je trouve c'est assez délicat. C'est des présences silencieuses. Je ne sais pas si la personne a envie que je sois là. Donc c'est pour ça que je ne touche pas la personne. Je signifie juste, en lui touchant l'épaule, en arrivant, que je suis là, pour que si elle me sent, si elle est encore un peu là, elle sente une présence. Mais après, je ne touche pas la personne. Je me dis que c'est aussi... Vous avez la chance d'intervenir dans un centre de soins palliatifs. Il n'y en a pas encore assez en France. Ah non, il reste une certaine inégalité territoriale forte. Oui. Et ça, on est en pleine campagne présidentielle. Oui. Je reviens un peu, par exemple, à la politique. On en a beaucoup parlé pendant cette émission. Est-ce que vous aimeriez que les candidats à l'élection présidentielle proposent le développement de ces unités de soins palliatifs? Déjà c'est normalement, parce que ne pas souffrir, prévu. Mourir sans souffrir, c'est quand même autre chose. En tout cas, mourir en étant accompagné, ça, c'est quand même autre chose. En ayant une famille qui est accompagnée aussi, parce que les soins palliatifs n'accompagnent pas que le malade, ils accompagnent aussi la famille. Et je pense qu'un accompagnement de fin de vie bien fait, ça permet aussi des deuils plus faciles pour les gens qui... Quand ils se sentent entourés, que le départ de la personne est relativement serein, que... Et ben après, les personnes le vivent quand même beaucoup mieux, ce départ-là. Donc c'est vrai que quand on est en Île-de-France, on a quand même plutôt de la chance. Il vaut mieux ne pas être au fin fond du Limousin. Oui, c'est vrai. C'est très injuste. Et je pense qu'il y a aussi un énorme travail à faire sur l'accompagnement à domicile, sur les EHPAD. Les EHPAD, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes âgées, dépendantes. Il y a statistiquement des chances qu'ils arrivent en fin de vie à un moment. Et pourtant... peu de choses sont prévues, donc c'est quand même assez triste de voir qu'il y a encore des gens qui sont emmenés aux urgences, qui meurent aux urgences. C'est quand même... voilà, je trouve que la société a tellement mis de côté la mort que finalement... Et pourtant, il y a toujours ce débat autour, par exemple, de l'euthanasie qui revient régulièrement. Vous avez l'impression que, justement, quand des soins palliatifs existent, les demandes d'euthanasie sont moins nombreuses? Oui. Quand les soins palliatifs existent, quand la prise en charge est possible, quand la personne est entendue, dans sa demande d'euthanasie aussi, on fait l'expérience assez régulièrement à l'unité, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui font des demandes d'euthanasie puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les souffrances psychologiques. Ce sont des personnes qui sont vraiment en souffrance psychologique et on les écoute et on essaie de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, il y a plein de choses derrière. Il y a j'ai trop mal, ça c'est la première chose. Il y a je pèse trop sur ma famille. Il y a j'ai peur de ne pas être écoutée, j'ai peur d'être abandonnée. Une fois qu'on arrive
à prendre en charge et à donner des réponses à toutes ces questions-là, la majorité des demandes tombent sous les 48 heures. Donc, c'est aussi ce qui est très injuste. C'est-à-dire qu'on a une idée toute faite de ce qu'on voudrait, mais ce n'est pas forcément la même que celle qu'on aura quand on sera malade. Je m'aperçois que l'homme est capable de négocier beaucoup de choses, de s'adapter, d'inventer, d'être créatif. Ça, c'est extraordinaire, la faculté qu'ont les hommes jusqu'au bout de leur vie. De vivre jusqu'au bout de leur vie et d'apprécier tous les instants. Il y a une récente loi sur la fin de vie qui a été adoptée par le Parlement il y a un an à peu près. Est-ce qu'elle simplifie un petit peu les choses dans les relations entre personnel médical, malade? Honnêtement, je ne suis pas très sûre. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle change énormément de choses dans les unités de soins palliatifs. Parce que dans les unités de soins palliatifs, ce sont des unités où on est habitué à écouter le malade, à essayer de connaître ses directives anticipées, de connaître ce qu'il souhaiterait, de chercher un témoin qui puisse dire ce que la personne aurait voulu. Donc cette démarche, elle est faite, et elle est faite en concertation. Là où ça me semble plus compliqué, c'est que, notamment sur ces directives anticipées qui sont dites maintenant le gouvernement a lancé une campagne d'information en ce moment. Est-ce que ça... Oui, alors ça, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, qu'on puisse parler. Je pense qu'après... ça permet d'ouvrir le dialogue sur la mort. Ça permet d'ouvrir, c'est déjà une très bonne chose. Oui. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et il faut aussi former les soignants. Est-ce que vous avez l'impression que toute cette expérience que vous racontez dans votre livre, Toute fin est une histoire, est-ce que ça a changé votre rapport à la mort, in fine? Disons que je m'y suis familiarisée. Voilà, je me suis familiarisée à la mort. Je ne peux pas dire qu'elle m'effraie moins ou plus. Je pense que chaque mort est vraiment singulière et je ne sais absolument pas comment personnellement je serai quand j'y arriverai, et je ne sais pas du tout comment je serai quand mes proches y arriveront. Donc, il y a vous avez eu besoin de raconter cette expérience pour vous alléger? Non, en fait, j'ai eu besoin de raconter cette expérience parce qu'en tant que bénévole, on nous demande de témoigner assez souvent dans des lieux divers, des instituts de formation, des tables rondes, etc. Et à chaque fois que j'ai parlé justement des soins palliatifs, de ce qui s'y passait, j'ai trouvé un décalage monumental entre l'idée que les gens se font de ces lieux, qui sont des mouroirs où les gens meurent abandonnés dans leur souffrance, et la réalité de ce que je vis, qui sont quand même des lieux de vie. Ce sont des lieux où il y a de la souffrance, je ne vais pas dire le contraire. Et ce décalage, je me suis aperçue que la seule façon de pouvoir donner ce que je vivais, c'était de raconter des histoires, en fait. C'est de raconter ce qui s'y vit et ce que je partage avec les personnes. Voilà, ces histoires de fin de vie, bien, on peut les lire dans votre livre, Véronique Comollet, Toute fin est une histoire. C'est pas forcément triste, hein. Ça peut être aussi source d'espoir sur des fins de vie qui peuvent se faire dans la douceur et l'apaisement. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau.